Maxime et Sophie d'ailleurs, et je vais leur demander de se présenter tour à tour. Maxime, Sophie, on est ensemble pour 1 heure avec un petit moment descendant au début avec leur présentation et ensuite un moment plus participatif. Donc Sophie, est-ce que tu veux te présenter? Ravie d'être avec vous. Vraiment, je suis hyper humble par rapport à cette question d'expertise dans ce moment-là qu'on vit. Donc, c'est plus un compagnonnage là entre nous tous. Et aujourd'hui, je suis engagée dans le développement de start-up de territoire, qui est un mouvement citoyen qui engage chacun de nous dans la constitution d'équipes pour développer des solutions face aux enjeux qui nous touchent. Et je porte ce projet avec une équipe en Alsace. On est 8 personnes engagées salariées et beaucoup de personnes engagées dans les projets. Et aujourd'hui, il y a 25 projets qui se développent ici en Alsace. Et le projet, plus globalement, Startup de territoire, est développé dans 10 territoires aujourd'hui. Voilà, avec une centaine de projets qui émergent dans des solutions très diverses, dans des solutions d'économie circulaire comme de petites cantines, comme des liens tout près de chez soi, enfin plein de solutions dans des secteurs différents. Maxime? Moi, c'est Maxime. Donc, pour la petite histoire, j'ai pris un moment assez particulier pour mettre en retrait mes fonctions chez Crésus. C'est arrivé à peu près 2 semaines avant le confinement. Donc, voilà, on veut prendre des congés, puis finalement, l'actualité se rattrape. Chez Crésus, on a fait pas mal de repositionnements. On était très porteurs de projets. On a porté beaucoup de projets avec beaucoup de changements de programme. Parce que quand on travaille avec des mammouths comme les banques ou les institutions financières, se dire qu'on va respecter ou partir sur la même idée de départ et y rester, c'est un peu illusoire. C'est un peu faire la souris avec des mammouths, voire des mammouths congelés. Donc, il y a eu ça. J'ai été également mentor sur les coopératons, sur de la création et sur du repositionnement de projets sociaux. J'ai également fait partie des labo, France FinTech, ainsi de suite. Repositionner ou poser les questions quand ça ne va pas, c'est quelque chose que je faisais également dans le cadre de Crésus, où on accompagne bien sûr des entrepreneurs en difficulté. Et cette question de comment pivoter ou comment changer quand ça ne marche pas, malheureusement, j'ai eu pas mal d'habitude, même si c'était une situation les plus simples en fait. Ok, merci. Je me suis permis de rajouter le nom de la structure à côté de votre prénom parce que c'est un peu sympa de savoir qui vient d'où. Donc, je vous invite à aller en haut à droite de votre écran. Il y a 3 petits points. Vous pouvez mettre à côté de votre prénom la structure avec laquelle vous êtes engagé ou alors s'il n'y a pas de structure, laissez votre nom. Et je pense qu'avec les intervenants, on aimerait mieux vous connaître. Donc, je vais vous poser une petite question. Est-ce que ce serait possible que vous mettiez le nom de la ville où vous êtes actuellement dans le chat maintenant? Ça vaut aussi pour vous, hein, Sophie et Maxime. Ah, pardon, oui. Strasbourg, ok. Strasbourg aussi, Paris, Strasbourg et Paris. Ok, cool. Trop bien. Et là, on sait un peu mieux qui on a en face de nous. Je pense que Sophie, du coup, ou Maxime, vous vouliez commencer par… il y a Fabien qui arrive. À faire un petit moment transmission sur comment est-ce qu'on revisite ces actions. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions à poser à notre public pour mieux les connaître aussi. Non, mais on a trop envie de savoir les projets dans lesquels ils s'engagent, Oui. mais… Ça sera dans un deuxième temps. Voilà, dans un deuxième temps, on va avoir un moment d'échange. Il y a la possibilité de créer des petites salles au sein de la réunion. Donc, vous allez pouvoir réfléchir en groupe à 3 questions qu'on vous a concoctées. Du coup, Sophie, si tu veux commencer à raconter comment est-ce que Startup de territoire pense ce moment-là et qu'est-ce que tu as un peu pensé ce week-end pour aider nos entrepreneurs.
Eh ben, merci Éloi. Eh ben, c'était plus l'idée de se partager un peu les aventures qu'on vit et peut-être des ressentis qu'on a en ce moment-là sur ce qui peut marcher, ce qui peut nous toucher et puis aussi ce qui peut nous questionner. Et donc, moi, j'avais envie de vous partager un peu comment on a vécu le mois dernier. Et c'est génial de le partager aussi avec les gens qu'on connaît comme Marie. Et ravie de vous rencontrer, Christine, Astrid, Catherine. Surtout qu'on est pour certaines à Strasbourg. Donc, Startup de territoire, comme je le disais, c'est vraiment un lieu où on a travaillé avec Marie et maintenant Éloi, qui est une tour à Strasbourg, la tour du Schlossel, où se retrouvent des équipes de projets, de citoyens qui lancent des projets qui les touchent particulièrement, sur un sujet qui les touche tout particulièrement. Et ces projets, comme on le disait, ils peuvent être très variés et ils peuvent être aussi bien comment on recycle des déchets des restaurants, des déchets organiques à vélo pour en faire du compost, jusqu'à comment on lance un café solidaire pour que chacun trouve sa place dans son quartier, crée des liens. Donc, c'est des équipes qui se lancent. Et donc, on a une fonction d'accompagnement de ces projets qui se lancent. Donc, on a des formations qu'on a continuées sur Zoom. On a décidé de ne pas arrêter les formations. Donc, il y a eu par exemple une formation sur l'impact social des projets qu'on a menée la semaine dernière. Et le retour d'expérience, c'est que au total, il y a eu 60 personnes qui ont participé, des groupes projets à cette formation, alors que si on l'avait fait en présentiel, il y aurait peut-être eu moins de monde. Donc, il y a eu vraiment une présence très forte des équipes projets. En termes de mobilisation, on s'est posé la question parce qu'on a envie de toucher les cœurs de chacun et de voir comment chacun peut s'engager dans un projet qui lui tient à cœur, dans Startup de territoire. Donc, on s'est dit qu'on pouvait communiquer chaque jour sur Facebook avec des vidéos concrètes, des projets de la dynamique actuelle pour que chacun puisse, s'il le souhaite, s'engager. Et donc, on a mis en place ces petites vidéos à 17h de 1 minute 30 avec les projets qui sont actuellement accompagnés, mais aussi d'autres projets de notre territoire. Et à chaque fois, en proposant un défi pour que les gens se mettent en action. On devait lancer un café dans la tour du Schlossel il y a un mois. C'était le lancement du café normalement et on n'a pas pu. C'était un lieu où on avait envie que chaque citoyen puisse venir manger, boire un coup et rentrer en lien avec des projets pour s'y engager. Donc, on s'est dit comment on peut lancer le café autrement, à distance, sans café, ce qui n'est pas évident. Et donc, on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas animer un lieu virtuel pour que les gens qui le souhaitent s'engagent à la fois sur les projets Startup de territoire, mais aussi sur des projets qui ont besoin en ce moment de bénévoles, sur des besoins essentiels, notamment de présence auprès des personnes âgées, de présence auprès des personnes endeuillées, de repas pour les personnes à la rue. Et donc, ça nous a amené à monter une initiative des Grands Cœurs où on propose à chacun de participer tous les vendredis à 11h à un call Zoom pour découvrir des initiatives dans lesquelles s'engager dans notre ville. Parce que si on se rend compte que on ne connaît pas les lieux où s'engager aujourd'hui et de plus le temps passe, plus les gens ont envie en fait de faire quelque chose. Et en proposant soit de s'engager sur un projet existant, type la Croix-Rouge, les livreurs solidaires, soit un projet start-up de territoire, soit aussi d'assurer une présence téléphonique auprès des personnes âgées de notre territoire via les EHPAD autour de notre quartier. Et ça a eu un succès incroyable parce que pour vous dire, il y a déjà 60 personnes là qui sont engagées comme Grand Cœur. Et c'est que des personnes qui n'étaient pas dans la dynamique avant. Donc, c'est aussi de se dire, en ce moment, il y a plein de gens qui ont envie d'agir et ce n'est pas évident. Donc, comment aussi on peut trouver une place pour eux. Et enfin, dans le lien avec nos financeurs et nos partenaires, parce que comme plein de projets d'entrepreneuriat social, on a des enjeux de levée de fonds et des enjeux de trésorerie importants. D'ici 2 mois, on a plus de visibilité, on est en difficulté de trésorerie. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait une réunion avec nos financeurs de Visu qui était prévue au tout début du confinement, la première semaine du confinement, et on l'a maintenue en Zoom. Et en fait, il s'est passé qu'il y a eu beaucoup plus de financeurs présents de nos partenaires parce qu'on était en Zoom aussi. Donc, on s'est retrouvés avec tous nos partenaires et aussi les projets de la dynamique qui se présentent aux partenaires. Et finalement, on s'est retrouvés à 55 en ligne.
et des partenaires parisiens qui ne seraient pas venus sinon à la Tour pour parler de la dynamique. Donc, c'était aussi un bel exemple de mobilisation des partenaires où on a senti qu'on pouvait être dans un discours de vérité sur nos difficultés, transparence, que c'était hyper important pour construire avec eux ce qui peut se jouer dans l'avenir et les engagements qu'ils peuvent avoir auprès de nous. Donc, pour faire un peu le bilan, je me disais que c'était important de réfléchir ensemble aux opportunités qu'offre cette crise. D'abord, de réfléchir à… Enfin, moi, je trouve que ça nous bouleverse et ça nous bouscule sur comment est-ce qu'on peut être plus ambitieux dans notre impact, parce que cette crise, elle nous touche sur notre ambition. On aimerait passer à la vitesse supérieure parce que les besoins, ils sont immenses et qu'on a envie qu'à la suite de cette crise, le monde, il change vraiment. Le deuxième point, c'est vraiment comment on peut mobiliser chacun autour de nos projets, parce qu'il y a plein d'envies d'engagement. Donc, comment est-ce qu'on laisse une place pour chacun et qu'on permet le passage à l'action. Et puis, le dernier point, ce serait que on sent vraiment que face à l'incertitude de ce qu'on vit et l'urgence des besoins, notre vulnérabilité économique et tout, ça nous pousse à coopérer plus avec des gens avec qui on ne l'aurait peut-être pas fait autant, avec nos financeurs, dans une authenticité, mais aussi avec les gens de notre quartier, les associations, les centres sociaux à côté de chez nous, avec qui on réfléchit comment mobiliser les bénévoles autour de leurs actions et comment construire l'avenir. Donc, je trouve que c'est aussi un levier intéressant de dire comment on peut coopérer en ce moment plus fortement pour l'avenir. Voilà. Je pense qu'effectivement, tu as parfaitement raison, Sophie. Je vis à peu près la même chose que toi. C'est quand on est dans une situation de crise qu'on se rend compte sur qui et quoi on peut compter. Et quels que soient les moyens, effectivement, c'est là qu'on voit les vraies initiatives et les gens qui ont réellement envie de s'engager. Et quand on voit le nombre d'initiatives privées qui ont été prises ou individuelles, que ce soit sur les réseaux sociaux en général, c'est un immense message d'espoir, surtout quand on le met en distanciation avec les dispositifs plus importants, par exemple ceux de l'État ou ainsi de suite, ou les engagements qui ont été pris par les établissements, par les grandes entreprises. Je pense que ce qui est important aussi, c'est qu'on se prenne ce moment d'introspection pour faire le point sur nos projets et sur la manière dont on travaille. Il y a beaucoup d'idées reçues qu'on avait avant cette crise, où effectivement, on était beaucoup sur du présentiel, beaucoup sur du travail qui était sur des réunions ou des rassemblements, où on faisait en fait payer à nos partenaires un présent sur un événement ou sur quelque chose qui rassemblait du monde. Là, vu qu'on se retrouve à plus pouvoir le faire, on se retrouve un peu déconfiné. Par contre, il y a une nouvelle chose qui apparaît, et c'est ce que je voyais déjà arriver sur les fintechs, c'est-à-dire les entreprises financières qui travaillent sur Internet, qui arrivaient à viabiliser des webinaires, des conférences, ainsi de suite, comme je vous donne l'exemple de Shine. Jetez un coup d'œil à Shine. J'ai vu que certains d'entre vous étaient dans le consultanat ou sur les choses. Ils ont mis en place un paquet de choses très intéressantes sur les choses. Bon, vu qu'on n'est pas beaucoup, ce que je pense, c'est que ce qui serait bien, ça serait, en concertation avec Éloi, ça serait peut-être que chacun présente sa problématique et son projet en une ligne pour qu'on puisse rentrer un peu plus dans les détails et dans les choses. On n'est pas beaucoup, on va en profiter, on va s'adapter et on va pouvoir échanger un peu plus de manière sympa, je pense. Oui, carrément d'accord, parce que du coup, il y avait 25 participants. Là, je pense que on est suffisamment pour pouvoir un échange intelligent et constructif. Donc, vous pouvez désactiver vos micros et nous détailler peut-être à tour de rôle en une ligne votre projet. Alors, je vois qu'il y a déjà Marie qui a désactivé. Tu veux raconter en une ligne ton projet éco-manifestation ? Ouais, nous, en fait, on accompagne les organisateurs d'événements dans leur démarche de développement durable. Autant vous dire qu'en ce moment, des événements, il n'y en a pas beaucoup. Donc, ça, c'est une première problématique. On ne sait pas trop quand ça va reprendre. Donc, on a un peu d'incertitude, même beaucoup d'incertitude. Et qui plus est, on avait aussi des formes d'accompagnement qui étaient basées sur du présentiel, comme tu disais Maxime, avec des ateliers, des choses comme ça. Et donc, on est en train de repenser un peu justement comment est-ce qu'on peut proposer
c'est en présentiel autrement. Par contre, pour ce qui est de l'accompagnement plus individuel, avec des événements qui s'annulent, voilà, c'est toujours un peu en suspens et ça nous amène à repenser globalement notre modèle économique et se demander quel type d'autres prestations on pourrait imaginer pour être moins dépendant de cette conjoncture. Voilà. Ok. Christine? Alors moi, est-ce que j'ai ouvert mon micro? Oui. Oui, Oui. on vous entend bien. Ah oui, d'accord. En fait, je vous rejoins parce que je n'ai pas, moi, de projet très matériel, etc. Mais je me suis engagée dans l'économie pour le bien commun. Et je pense qu'il y a beaucoup de vos initiatives qui sont dans cette perspective. Et je me disais que ce serait peut-être intéressant que je le fasse un peu plus connaître que ce que j'ai pu faire dans les 6 mois écoulés parce que j'étais sur un autre projet, parce que j'accompagne des structures médico-sociales et qui ont d'ailleurs testé cette façon de faire. Et surtout, ce n'est pas une façon de faire qui est importante. Ce qui est important, c'est le fait de le visualiser, de le rendre visible. Et je pense que ça peut donner un plus quand une structure dit, eh bien voilà, nous, on a des critères très clairs pour l'économie, pour le bien commun. On est en train d'œuvrer là-dedans. Et si des financeurs doivent financer des entreprises, donner des subventions, etc., il vaut peut-être mieux qu'ils privilégient ceux qui ont un label économie pour le bien commun, parce que ça donne une perspective un peu différente. Et pour l'instant, il y a beaucoup de communes qui commencent à se renseigner. J'étais au campus de la transition aussi à Paris, et où on a discuté en fait de la validité des critères, etc. Et ils sont validés, surtout en Allemagne et en Autriche, aussi bien pour les communes que voilà. Et pour l'instant, Marie est un peu au courant de ce que je faisais, sauf que voilà, les 6 derniers mois, c'était pour moi impossible par rapport à mon activité professionnelle à côté de ça. Ok. Donc, j'accompagne. Voilà. Et alors, Candice de Paris, est-ce que vous pouvez nous expliquer la concepterie? Oui, du coup, c'est un petit peu dans la même veine que Marie. En fait, on organise des événements pour sensibiliser au développement durable. Et donc, forcément, il n'y a pas d'événement en ce moment. Tout est reporté plutôt au début d'année. Et nous, comme question, l'impact social, c'est quelque chose sur lequel on travaille pas mal en ce moment parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas eu l'occasion de prendre le temps d'évaluer avant. Donc là, c'est l'occasion de le faire. Et par rapport au fait de pérenniser en tout cas nos actions, ça passe en ce moment simplement par de la communication sur les réseaux sociaux et en fait plus profondément par rapport à ce travail d'impact, d'utiliser ce temps pour solliciter des partenaires et également éventuellement des entreprises pour voir comment répondre aussi davantage à des questions de comment dire ça, de vraiment avoir de l'impact quand on organise des événements. Ok. Et Catherine? Oui, bonjour. Bonjour. Alors, moi, je n'ai pas vraiment une entreprise solidaire au sens où j'ai l'impression la plupart des personnes évoquent leur objet. En fait, je m'adresse aux professionnels de la mode, que ce soit école de mode, marque de mode ou fédération professionnelle, pour les inciter à développer leur stratégie RSE et notamment au sein de la stratégie RSE, tout ce qui concerne l'impact social et sociétal, puisque je trouve qu'effectivement, normalement, dans la RSE, il y a à la fois la dimension environnementale et les dimensions sociales et sociétales. Et ces dernières années, les industries créatives au sens large se sont davantage focalisées sur tout ce qui concerne l'environnement et ont un petit peu délaissé, sauf parfois en interne, au niveau des RH, les dimensions sociales et sociétales. Donc,
Moi, mon objectif, c'est de les inciter à équilibrer ces deux aspects au sein de leur stratégie RSE. Et là, ce que j'ai trouvé intéressant pendant la crise, justement, suite à la crise du coronavirus, c'est que l'industrie au sens large de la mode, que ce soit le textile, la mode ou le luxe, se soit énormément investi, soit dans la fabrication de masques, soit dans la fabrication de gel hydroalcoolique. On a transformé les ateliers de parfumerie en fabricant de gel. Il y a aussi eu des dons qui ont été faits. Ils ont aussi développé des actions au sein de leur communauté, puisque les industries créatives sont très mobilisées sur les réseaux sociaux. Donc, ils ont énormément mobilisé leur communauté sur ces sujets-là. Donc, finalement, la crise a eu un impact globalement sur le secteur de manière, je dirais, positive sur ses aspects sociaux et sociétaux. Et voilà, du coup, ça a un impact aussi sur ma réflexion par rapport à ma boîte, c'est-à-dire comment aujourd'hui je réajuste justement mon offre par rapport à ces questions-là, étant donné que justement le fait qu'il y ait eu à un moment donné une crise a fait que ça les a obligés finalement de manière assez radicale et presque immédiate à transformer leur activité. Ok, trop bien. Merci pour d'avoir pris ce petit temps pour nous expliquer vos situations entre Strasbourg et Paris. Catherine, vous avez une caméra sur votre ordinateur ou ça ne fonctionne pas? Oui, mais vous n'êtes pas obligé, hein. Mais c'est vrai que pour l'interaction, c'est chouette, comme ça on peut lever les pouces, dire qu'on s'entend, etc. Oui, et dire qu'on est d'accord. Maxime, je te laisse enchaîner avec ce que tu avais un peu concocté en vue et puis adapté avec ce qui vient d'être présenté. Oui, ça va demander un peu d'adaptation. Oui. Mais là où je vois une opportunité claire pour toutes les structures, on parlait beaucoup de mesures d'impact et beaucoup de questions étaient avec différentes structures qui parlaient de mesures d'impact ou qui faisaient de l'évaluation d'impact juste avant la crise. Il y avait, pour citer que le compteur d'innovation, Kimso, qui se positionnait beaucoup. Et la principale souci qu'il y avait, et ça posait un gros problème éthique, c'était la question des cohortes. Je m'explique. On était dans une situation où, comme dans le cadre de la crise de l'étude clinique et des études cliniques dans le cadre de la crise du coronavirus, il s'agissait d'avoir à la fois une population cible dont on s'occupait et une population placebo, d'accord, qui ne bénéficiait d'aucune aide pour pouvoir mesurer son impact. Ça posait beaucoup de problèmes éthiques à beaucoup de structures parce que ça voulait dire quoi? Ça voulait dire regarder des gens en train de crever. Là, cette crise est une opportunité phénoménale. Pourquoi? Pourquoi? Parce que justement, on se retrouve éloigné de nos publics, éloigné de nos manifestations, dans l'impossibilité d'agir. Ce qui me paraît hyper important à faire, la première chose à faire dans le cas d'un repositionnement, c'est revoir son étude de marché en prenant en compte l'absence d'action, justement, et voir quelles sont les données collectables qui peuvent permettre de démontrer notre impact. Là, à l'heure actuelle, vous n'avez pas d'impact. C'est tout le problème. On se retrouve coincé à la maison, à distance de nos publics, à ne pas pouvoir avoir d'impact. Par ailleurs, il y a beaucoup de choses qui sont censées marcher qui ne marchent pas. Là, on a la preuve que ces choses ne marchent pas. Donc, résultat, on se retrouve avec cette période d'observation de cohorte qui n'est plus sur des individus, mais sur une période calendaire où on se retrouve avec des personnes. Donc, la première chose que je tiens à préciser et que je pousse, et c'est une chose que je fais moi-même avec les entreprises que j'accompagne, c'est de collecter les données auprès de ses partenaires, de ses bénéficiaires, de ses travailleurs, prendre en compte cette période justement pour collecter des données qu'on n'aura sans doute jamais plus l'occasion d'avoir. Ces données seront essentielles pour pouvoir asseoir notre modèle économique et asseoir les besoins de la société de demain. Si on veut pouvoir éteindre un feu, il faut savoir où il se trouve. Donc, résultat, là, à l'heure actuelle, on ne sait pas où sont les incendies, on ne sait pas où sont les choses, et surtout, on ne sait pas où sont les extincteurs. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui me paraît importante, c'est que vous n'avez, comme je disais, c'est dans les périodes de crise qu'on voit sur qui on peut compter. Surtout, on peut voir qui vous paye. Vous êtes parti souvent avec des environnements de partenaires, avec des personnes qui vous sollicitaient, qui étaient souvent
en contact avec vous, mais qui en fait, je vous le dis franchement, ça c'est souvent le cas avec les grands groupes et avec les grandes institutions, étaient plus en train de vous trouver, de vous occuper pour occuper des réunions RSE ou des réunions sur l'engagement social, mais qui n'avaient aucune volonté d'engagement derrière parce qu'ils n'en avaient carrément pas le pouvoir. Là, c'est l'occasion justement de se mettre, de voir quelles sont les personnes et quelles sont les entreprises réellement moteurs, quelles sont les structures qui sont réellement moteurs, et se mettre en relation avec ceux qui sont effectivement essentiels. Depuis le début de la crise du coronavirus, vous ne pouvez même pas imaginer le nombre de responsables recouvrement d'entreprises qui m'appellent. Ils sont en panique totale. Pourquoi? Parce qu'on va leur demander de recouvrir des montants chez les personnes qui ont beau être chez elles, ne répondent pas et ne savent pas quoi répondre. Pourquoi? On ne sait pas de quoi demain la crise va être. On ne sait pas quelles sont les choses. Et il y a des personnes qui, à l'heure actuelle, sont en responsabilité, qui ont des vraies problématiques qui sont autres que simplement des problématiques sociales ou RSE, qui sont des problématiques opérationnelles et qui ont besoin de réponses. Vous avez dans vos liens et dans votre environnement des personnes qui sont volontaires, des personnes qui sont demandeuses, tandis qu'eux se retrouvent plutôt avec une problématique où ils n'ont pas de ressources humaines. Et vous voulez rebondir? Quelqu'un veut dire quelque chose? Christine, oui. Allez-y. Ouais. Je voulais juste savoir, je ne suis pas sûre d'avoir très très bien compris. Vous avez parlé des gens qui font du recouvrement, mais donc des recouvrements de dettes et des choses comme ça? De recouvrement de postes clients, service client. J'étais encore hier avec le responsable credit manager de SFR qui a pour principal problème… Pardon? Qui cherche ses clients et qui cherche à faire payer les factures. C'est ça? Qui se retrouve avec un taux de sinistralité qui n'arrive pas à quantifier. Parce qu'il ne sait pas quels sont les vrais ou les faux positifs, pour reprendre l'étymologie de l'épidémie. C'est-à-dire, est-ce que c'est des vrais défauts de présentation? Est-ce que dans les rejets sur prélèvement qui sont sur leur compte, est-ce qu'il s'agit du banquier qui n'est pas présent et qui ne fait pas passer les opérations qu'il faisait passer auparavant? Est-ce que quelle est la proportion de ces clients qui sont effectivement en impayés caractérisés ou pas, pour pouvoir mettre en place les actions de recouvrement et les process? On s'est retrouvé avec une période où les factures tombaient, où il y avait effectivement des personnes qui avaient des prélèvements qui tombaient, et du jour au lendemain, on ne sait pas faire la différence entre le problème de banque, d'intermédiation sur la registre sous prélèvement, ou le problème d'impayés caractérisés suite à un défaut de ressources, un changement d'abonnement, une demande différente. Je vous donne un exemple. Vous êtes chez vous depuis un paquet de temps, là. Ça commence. Ouais. Vous ne pensez pas qu'on devrait avoir plus d'appels de télémarketing? Oui, il n'y en a plus du tout. C'est bizarre. D'après vous, pourquoi? Parce qu'ils ont mis tout le monde au chômage? Non, les centres d'appel. Le premier centre d'appel de France, qui est une entreprise qui s'appelle WebHelp, si vous allez voir sur Internet, ils s'occupent d'à peu près 120 marques. Leur problème, c'est qu'ils n'ont pas de fichier. Ils ne savent pas qui appeler. Pourquoi ils n'ont pas de fichier et pourquoi ils ne savent pas qui appeler? Simplement parce que leurs clients n'ont plus l'activité terrain pour pouvoir faire les ciblages et faire les campagnes. Donc, à l'heure actuelle, si vous appelez un service client, vous aurez une réponse dans la minute. Mais par contre, ils ne sauront pas quelle procédure, ils ne sauront pas quoi faire, et ils sauront encore moins de quelle manière répondre à votre besoin. Je vous donne un exemple. Vous voulez, là, à l'heure actuelle, on a tous des problèmes de surconsommation de forfait. On est d'accord? Comment est-ce que vous voulez que les opérateurs sachent quelles seront leurs capacités à honorer les forfaits si vous demandez une augmentation de forfait, s'ils ne sont pas capables de qualifier leurs coûts? Vu qu'ils n'ont pas de lisibilité sur leurs impayés, vu qu'ils n'ont pas de lisibilité sur les besoins, vu qu'ils n'ont pas de lisibilité sur les choses. Donc, ça fait sortir un paquet d'imprévus, un paquet de problématiques imprévues, cette crise. Et vous, regardez un peu, quand je vous parlais de collecte de données, demandez-vous, à l'heure actuelle, je suis chez moi, je me faisais emmerder tous les jours par des téléconseillers qui me proposent des déplacements. Et qu'est-ce qui se passe? C'est exactement la même chose qu'il faut se poser sur tous les actes de la vie quotidienne. Qu'est-ce qui a changé et pourquoi?
Et tu sur nos propres process. as un outil, Maxime, à conseiller, une méthode, Oui, bien sûr. Alors, si vous avez une activité Sophie? commerciale, si vous avez une activité commerciale et de prospect, effectivement, c'est ce que j'ai donné comme conseil à cette personne du recouvrement, c'est déjà revoir ses extracts sur des bases de données qui sont autres. Donc, par exemple, là, sur la question du poste recouvrement à payer, il y a les motifs de rejet sur prélèvement qui apparaissent sur les rejets CEPA. D'accord? Faire une demande d'extraction sur ces choses-là. On parle d'un grand compte comme SFR. Vous n'avez pas forcément ces outils. Par contre, là, à l'heure actuelle, vous avez des fichiers de contact client, des agendas, des personnes qu'il faut contacter, ainsi de suite. C'est peut-être l'occasion de le mettre à jour, peut-être l'occasion de voir quels sont les faux positifs, quels sont les vrais positifs, et surtout mettre en place de la prise de contact pour une reprise en sachant, par exemple, si vos interlocuteurs sont toujours les bons et s'ils sont décisionnaires. Autant vous dire que quelqu'un qui a été placé au chômage partiel à l'heure actuelle ou qui ne répond pas à l'heure actuelle, c'est quelqu'un qui est en complète déconnexion avec l'activité opérationnelle de l'entreprise. Peut-être pour compléter vraiment et essayer de repartir aussi de ce que vous nous avez partagé de vos activités. À la fois Marie qui est plus sur l'organisation d'événements responsables, Candice sur comment sensibiliser au développement durable à travers des événements et Catherine qui travaille sur comment engager la transition dans les industries créatives. Moi, ça me marque parce que vous êtes toutes les trois, et bien sûr Christine avec la réflexion sur les entreprises, sur le bien commun, quels sont leurs critères. Enfin, vous êtes complètement dans la part de la solution pour l'avenir. Vous êtes plus que jamais des solutions à appliquer demain dans le monde qu'on rêve après la crise. Et je me dis que ce moment-là, quand je vous entends, il y a un peu une opportunité géniale de porte qui s'ouvre pour réfléchir à vos modalités d'action qui évoluent peut-être pour avoir l'impact que vous souhaitez, et notamment aux opportunités aussi qui s'ouvrent pour toucher plus largement. Parce que je pense que ce qu'on sent tous, c'est qu'il y a aussi dans ce moment-là une vraie prise de conscience qui est en train de se passer et une volonté d'inspiration de chacun sur comment on peut faire différemment, quoi. Et du coup, à la fois Marie, dans ce que vous avez gagné comme… En fait, ce que pose la crise aujourd'hui, c'est que vous ne pouvez plus agir au quotidien dans travailler sur les événements qui ont lieu là. Mais peut-être que c'est le moment de faire le bilan de tout ce qui a marché dans le passé et de transmettre plus largement pour inspirer et transmettre des leviers d'action en termes de formation, en termes de… parce que les gens ont peut-être aussi plus de temps là pour prendre du recul et se dire les événements que je vais mener demain, j'ai envie qu'ils soient vertueux, mais mon action dans l'industrie créative, je veux qu'elle soit vertueuse sur tous les aspects. Donc je trouve que c'est intéressant aussi pour voir comment toucher plus largement par des formations et rendre tout le monde acteur de votre solution en fait. Et aussi avec les partenaires finalement, parce que c'est ce qu'on se disait, comment on peut partir aussi des clients avec qui on a travaillé ou des financeurs qui nous soutiennent pour voir quels sont leurs vrais besoins en ce moment, leurs défis et proposer de s'adapter, de construire ensemble quelque chose. Comme tu le disais, Catherine, ça bouge beaucoup du côté des industries créatives et ça demande toi aussi de t'adapter à quels sont les besoins en ce moment, comment faire une opportunité aussi pour accompagner plus largement sur les dimensions sociales cette industrie-là. Donc, et pour rebondir sur l'engagement des partenaires, je regardais Ciel Bleu hier, donc qui travaille avec les maisons de retraite. Ils ont vraiment un modèle économique complètement marchand. Hein. Pour le coup, eux, ils vivent que du chiffre d'affaires qu'ils font de leurs prestations maison de retraite. Autant vous dire qu'aujourd'hui, ils n'ont plus de chiffre d'affaires pour un mois ou deux avec des charges fixes. Et donc, ils ont lancé tout de suite une campagne sur Helloasso de collecte de 400 000 euros. Ils sont à plus de 250 000 euros collectés là. Et c'est majoritairement de leurs partenaires d'entreprise qui ont mis de l'argent en fait. Et je me dis, ça, c'est les gens qui les soutenaient avant en fait, mais qui se sont dit comment dans cette crise, je peux vraiment jouer un rôle à leur côté pour pas que ça s'arrête, pour que ça continue. Donc, je trouve qu'il y a un espace de création avec nos partenaires actuels aussi, parce qu'on sent qu'ils sont présents auprès de nous dans ces moments difficiles aussi. Tu voulais rajouter quelque chose, Maxime, sur
les publics cibles avant qu'on enchaîne avec nos deux questions d'atelier de groupe? Oui, c'est justement, on a parlé des partenaires, donc des financeurs. Il faut aussi parler des publics, c'est-à-dire les personnes dont votre action bénéficie et que vous voulez convertir. Par exemple, les personnes qui fréquentent vos festivals, les personnes qui sont les bénéficiaires des structures que vous accompagnez dans le cadre de votre label, et ainsi de suite. Comme je disais, à l'heure actuelle, le téléphone ne sonne pas, il n'y a pas d'enquête, il n'y a rien. Vous avez ce besoin justement de collecte de données. Et c'est justement l'occasion, là maintenant, de joindre les publics pour savoir quelles sont exactement la mesure d'impact et quelles sont les choses que vous aviez toujours voulu leur poser. Les gens sont disponibles, les gens ont le temps, et c'est peut-être justement le moment alors qu'il y a tout ce manque, de se poser la question. On sait tous que la première chose qu'on voudra faire quand ce confinement sera fini, c'est de boire une bière. Je pense que si je fais un sondage à main levée, tout le monde voudra boire une bière. Par contre, savoir où et qui va la distribuer et comment et de quelle manière on pourra attirer les personnes vers le bon endroit pour boire une bière, c'est-à-dire dans une eco-cup et dans un endroit où il y a des toilettes sèches, hein, Marie, dans ce cas-là, il faut savoir quels vont être leurs besoins pour pouvoir les amener. Est-ce que Marie et Candice, peut-être vous avez déjà, j'imagine, pensé à l'après. Du coup, vous avez déjà mis en place une petite méthode ou des outils que vous pourriez partager à tous? Je peux commencer. Alors, je ne sais pas si c'est une méthode. Nous, on a commencé en équipe et puis avec le président de l'association à brainstormer un petit peu sur quelles sont les choses qu'on peut mettre en place vraiment sur du court terme pour régler un peu les problèmes pour pouvoir perdurer, et puis ensuite les choses de long terme. Et au départ, on avait vraiment réfléchi ça uniquement pour les questions de financement, et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que en fait, ça allait aussi peut-être nous ouvrir des opportunités. Par exemple, on a identifié une structure à laquelle au départ, on pensait juste demander du sponsoring pour passer, on va dire, la période un peu difficile. Et en fait, en réfléchissant, on s'est rendu compte, donc pour vous dire, c'est la Maïf, et on s'est rendu compte qu'ils travaillaient beaucoup sur l'éco-responsabilité des événements au niveau national et qu'ils avaient des partenariats avec d'autres structures. Et en fait, on s'est dit, mais il ne faut pas juste leur demander un soutien actuellement, il faut construire un projet avec eux, structurant, sachant qu'eux, ils travaillent sur notamment les événements sportifs. Pourquoi est-ce qu'on n'en profiterait pas pour construire un programme dédié vraiment aux acteurs sportifs en Alsace? Donc ça, c'est une piste qu'on a imaginée avec eux. De la même manière, on s'était demandé, parce qu'on travaille avec les syndicats de collecte et de traitement des déchets, parce que en faisant de la sensibilisation sur l'événement, on diminue du coup la production de déchets, donc ça les intéresse qu'on fasse de la sensibilisation. Et du coup, on s'était dit, pareil, on pourrait peut-être leur demander une aide exceptionnelle. Et en réfléchissant à ça, on s'est dit, mais il y en a aussi plein aujourd'hui qu'on ne connaît pas, avec qui on n'a pas encore travaillé. Est-ce que ceux-là, en fait, on va avoir du mal à leur demander vraiment un soutien exceptionnel parce qu'ils ne nous connaissent pas et ils ne verraient pas pourquoi. Par contre, on pourrait leur proposer pour l'après-crise de commencer déjà à construire un partenariat, proposer des réunions de sensibilisation auprès des organisateurs d'événements de chez eux et du coup, effectivement, faire un petit peu ce travail de prospection avec eux. Et la dernière chose, c'est marrant que vous parliez de mesures d'impact, parce que juste avant qu'on s'appelle, en fait, en lien avec la thématique, j'étais en train de me dire, mais ça fait depuis que je suis arrivée chez Éco-Manifestation que je veux qu'on fasse une mesure d'impact. Et c'est clairement, pour moi, je trouve le moment de le faire, effectivement. Et j'étais en train de commencer à réfléchir à des questions qu'on allait pouvoir poser à tous nos bénéficiaires qu'on a accompagnés jusqu'à maintenant, pour essayer de réfléchir au-delà des aspects quantitatifs qu'on a déjà un petit peu, identifier d'un point de vue plus qualitatif avec un questionnaire peut-être l'impact, et puis en profiter pour leur demander quels sont les besoins, en fait, quels sont les besoins qu'ils ont et comment on pourrait développer une nouvelle offre pour mieux y répondre. Voilà. Merci Marie. C'est super. Peut-être que Candice ou Catherine, vous voulez aussi partager, vous, comment vous êtes en train d'ajuster votre action pour pérenniser votre impact social différemment pour le coup, pour rebondir sur ce que tu disais, Marie,
L'impact social, c'est quelque chose qu'on avait commencé à faire et le questionnaire, on est en plein dedans. Là, les questions qu'on se pose, c'est aussi auprès de qui on collecte les données parce qu'il y a la partie, comme vous parliez des publics, donc c'est-à-dire les clients à qui on veut demander pourquoi ils font appel à nous. Est-ce qu'il y a une véritable volonté de faire un événement qui leur permettent de changer leurs pratiques en interne ou des choses comme ça et de sensibiliser les collaborateurs. Et pour le côté plutôt partenaire, prestataire qu'on appelle les copains, c'est là savoir quels sont leurs besoins et comment on peut les accompagner. Et en fonction de ces données, voir comment on peut construire une offre qui soit plus pertinente et qui réponde vraiment à nous, notre envie de faire en sorte qu'il y ait une transition assez importante qui se fasse au niveau des entreprises, des collaborateurs et qu'on soit à la fois un bon soutien pour les structures partenaires. Et l'autre chose sur laquelle on se pose des questions, c'est aussi par rapport à, quand tu parlais de formation d'événementiel responsable, c'est quelque chose sur lesquels on a commencé à avancer. Et donc là où on réfléchit comment on pourrait se situer. Donc, à la limite, juste je fais un aparté, ça pourrait être bien de rester en contact, Marie, si tu veux. Oui, juste pour vous dire, de l'événement social responsable et de la conception d'événements textiles, de supports textiles à l'heure actuelle, ça existe encore. Il y en a en cours. Je ne sais pas si vous êtes allé regarder dans le fil du Majak Canap Challenge. Vous en avez entendu parler? Avec Social Bar, oui. Avec Social Bar, vous savez, le petit Renaud. Ouais, bon, je vois qu'il y a des habitués avec qui on ira boire des DPH et machin. Je vous invite à jeter un petit coup d'œil aux petites activités qu'ils font, ces gens-là, et surtout de voir s'ils ne seraient pas justement ceux qui pourraient vous aider à répondre au questionnaire et surtout à l'élaborer. Parce que vous voyez les challenges qu'ils font, vous voyez les choses qui sont réalisées. C'est des personnes qui sont volontaires, qui sont clairement vos publics cibles et prospects, et qui peuvent être mises à contribution et qui sont plus que demandeurs. Quand je parlais des publics cibles et de résoudre un questionnaire, pour pouvoir faire un questionnaire, ceux qui font du marketing vous le diront, il faut d'abord commencer par connaître son public et connaître exactement les besoins de son public. Donc, commencer par des interviews quantitatives qualitatifs, pour pouvoir ensuite poser les questions issues de ce travail de prospection. Donc, ce que je vous invite à faire, profiter justement du fait que les gens ont le temps et adorent donner leur avis. Ça serait bien qu'ils donnent leur avis pour autre chose que des conneries. Je ne parle pas du Majak Conap, mais de plein d'autres choses qu'on voit travailler sur les réseaux sociaux. Ça serait peut-être l'occasion de dédramatiser un peu votre positionnement, de dédramatiser un peu votre chose et de vous faire connaître. Autre chose, ils font de l'événementiel. Moi, ce qui me sidère, c'est que ces événementiels ne soient ni sponsorisés, ni encadrés, ni soutenus, alors qu'ils ont un succès fou. Franchement, chaque fois que je parle avec quelqu'un dans n'importe quelle chose, il y a ces nouvelles communautés qui se sont créées ex nihilo, qui sont sorties. Et quelque chose me dit que ces communautés vont pas disparaître avec le confinement. Au contraire. Donc, c'est peut-être le prochain événementiel 2.0 qui serait intéressant à regarder, et de quelle manière vos structures, vous pouvez vous intégrer dedans, tout en ayant justement, vous avez des financeurs qui veulent subventionner vos événements. Et le problème, c'est que vous n'en faites pas. Justement, vous êtes peut-être ceux qui pourront permettre de créer un business model numérique sur cet événementiel en ligne. C'est une idée comme ça. C'est peut-être intéressant justement de voir les coopérations qui peuvent se monter parce que vous êtes, enfin voilà, à la fois Candice, Marie, Catherine, il y a des choses à inventer ensemble, comme Candice commençait à dire à Marie. Voilà. Ça me paraît un peu tôt. Mais... Parce que sur la question sur la proposition des questionnaires, justement, ce à quoi j'étais en train de réfléchir et je veux bien avoir votre avis là-dessus, c'est que il y a quelques mois déjà, j'avais
En fait, moi, normalement, dans mon activité, je m'adresse donc à des professionnels, donc je suis en B2B, mais j'avais voulu aussi avoir l'avis des clients du secteur de la mode pour justement faire passer aussi certains messages aux professionnels de la mode. Et du coup, et ce questionnaire, il s'adressait à différentes générations pour avoir aussi l'avis selon des différentes tranches d'âge en termes de valeurs, etc., d'attente vis-à-vis du secteur de la mode. Et là, je me disais que ça pourrait être intéressant justement de réactualiser ce questionnaire auprès de ces B2C, en fait, pour à nouveau avoir leurs avis sur leurs attentes suite à la crise du coronavirus. Alors, c'est un peu différent de ce que vous avez proposé avant, puisque ce que vous aviez proposé, c'est plutôt de faire le lien avec ses clients, faire le lien aussi avec ses prospects, etc. Mais finalement, est-ce que cette démarche de questionnaire auprès des clients de mes clients, ça peut aussi être quelque chose que vous trouvez intéressant à travailler? Ah, c'est plus qu'intéressant, c'est même plutôt ça qui est essentiel. Là, à l'heure actuelle, les grandes marques, comme toutes les banques, ne sont pas en contact avec leur public et ont énormément de mal à savoir quels sont leurs positionnements, quels sont leurs intérêts et quels sont leurs projets. Donc, Ok, c'est même carrément comme ça qu'il faut procéder. Je vous donne, d'accord. Marie sera parfaitement en phase avec moi sur ce point-là. Regardez, jetez un coup d'œil à la méthodologie de mesure d'impact qui se fait au Luxembourg, qui est très user-centered, qui est D'accord. très basé non pas sur les pressentis ou sur les piliers RSE, ISO des entreprises, mais qui est plutôt sur la mesure d'impact concrète, qui, par ailleurs, est aussi une des mesures d'impact cibles, une méthode des mesures d'impact cibles qui est soutenue par la Commission européenne. Donc, l'approche grand compte RSE, pilier ISO, Sophie, on a vu ça aussi quand on était au Luxe et qu'on a travaillé ensemble. Cette approche ISO, je pense qu'elle est très franco-française, qu'elle est très, concentrée et très centralisée, alors que justement ce qui va sortir et ce qui en sort, c'est la décentralisation et surtout la possession de données. À l'heure actuelle, avoir des données et avoir des données sur une problématique, c'est ce qu'il y a de plus essentiel. On le voit bien, je vous donne l'exemple du coronavirus, on ne sait pas combien est contaminé, on ne sait pas combien il y a de personnes qui sont testées, on ne sait pas qui est positif, qui ne l'est pas, et comment faire. Regardez en Allemagne, tests précoces, mise en place de stratégies avec une collecte de données à maxima. Le traçage par mobile, c'est fait depuis des mois, des années. Ils ont des résultats. Donc nous, on se repose, faut apprendre de cette chose-là et de cette crise-là, justement pour approcher les publics cibles, les personnes qu'on touche effectivement et faire un retour aux investisseurs et aux partenaires qui justement sont dans le flou. Ok, merci. Et peut-être aussi chercher à croiser les données. Si vous avez des données de référence et surtout les données que vous avez pu collecter auparavant sont essentielles. D'accord. Parce que souvent, et dans le coronavirus, on le voit bien, hein, c'est que chacun les a pris au niveau silo et puis ils ont un mal fou à essayer de les mettre en commun et on perd des heures et des heures et des jours à remettre les données en commun. Et pourtant, des outils gratuits existent pour croiser des données. Je peux vous en sortir un paquet. Voilà. Ils ne sont pas très doués, mais l'intérêt, c'est justement, je crois que c'est tout ce qui va permettre le croisement de données. Ça va être un plus par rapport à la manière très silo dont fonctionne la France aujourd'hui. Peut-être Christine, pour aussi rebondir sur ce que tu dis. On est en train d'étudier la notion de collective impact dans Startup de territoire, qui est vraiment comment, en partant d'un besoin social, on peut s'associer à plusieurs pour partager un objectif commun et imaginer le chemin pour y arriver. Et je trouve que c'est assez d'actualité avec ce qu'on se dit là en termes de transparence sur les données, de partage et aussi d'ambition d'impact plus fort ensemble. Du coup, on va faire une formation. On a des étudiantes de Sciences Po Paris qui ont travaillé sur la question et qui proposent de nous faire une restitution en fin de mois, le 30 avril. Et du coup, je peux vous inviter pour participer en ligne sur Zoom
si vous voulez, Ouais. à cette formation qu'elles vont nous faire avec des outils qu'elles nous transmettront aussi en termes d'action, quoi. Et sur la question de l'impact aussi, je vous parlais d'une formation qu'on avait faite la semaine dernière dans Startup de Territoire. Et avec Zoom, on l'a enregistré. Du coup, je peux aussi vous transmettre l'enregistrement. C'est assez court, hein, c'est pas très long parce que sinon c'est trop long, trop chiant. Mais on a enregistré tout un bout qui nous permet de prendre la hauteur en ce moment sur notre impact aussi. Voilà. Et après, je me disais aussi en termes de propositions, je fais des petites vidéos, la communication tous les jours à 17h pour faire connaître les projets sur lesquels les gens aussi peuvent aussi s'inspirer ou s'engager. Et je peux, vraiment, si ça vous dit de faire une petite vidéo sur votre projet, je pensais Marie notamment avec Éco-Manifestation et faire connaître. On va mettre les vidéos sur le site internet aussi après. Ça serait avec plaisir, quoi. Et je vais trinquer toute seule avec mes gobelets EcoCup. Oui. Je voulais juste dire que l'économie pour le bien commun met tous ces outils à disposition gratuitement. Génial. Et si vous avez l'envie de réfléchir à vos nouveaux plans, autant intégrer tout de suite des éléments de ce qui va croiser un certain nombre de valeurs comme la démocratie, la participation dans les entreprises, la dignité respectée, l'écologie, voilà, avec les parties prenantes de l'entreprise, dont une des parties prenantes est la planète. Voilà, je peux le mettre à disposition. Je l'ai testé dans des structures médico-sociales qui, par exemple, ne s'étaient pas du tout rendu compte, entre autres, de qui étaient leurs clients et l'impact social sur les aidants, parce qu'ils n'avaient pas calculé le coût des maladies, enfin, oui, si, le coût de la maladie sur les aidants, par exemple. Mais voilà, c'est tout à fait gratuit. La seule chose qu'on peut faire, c'est réfléchir après à plusieurs et de se dire, tiens, quelles sont les expériences qu'on a déjà, puisque c'est créé par des gens qui enrichissent leurs expériences et qui partagent leurs ficelles. Donc, je vais peut-être voir par Move de vous Carrément. envoyer un petit film, parce que moi, je ne suis pas très douée sur tous ces trucs. Mais je vais faire un petit film de présentation. Et voilà, donc, si vous voulez. Puis alors après, dans votre café, je veux bien vous faire une présentation et échanger et voir comment les gens peuvent faire pour le faire, parce que c'est pas un c'est pas un, comment ça s'appelle, un B2B, non, je sais plus. Il y a un truc là qui donne aussi des points ou je sais pas quoi, où ça coûte 1 500 €, où il suffit de remplir, on vérifie même pas. Et puis, ça y est, vous êtes, je crois que c'est, je sais plus, maintenant ça m'échappe. Voilà, et puis on se dit, bah oui, ça y est, c'est très bien, ça fait de la RSE, mais c'est que du greenwashing. Et donc, voilà, après, si vous réfléchissez des modèles, autant essayer d'intégrer déjà des choses qui se croisent les unes avec les autres pour pas démultiplier les éléments. Et je crois que l'outil Économie pour le bien commun et le petit bouquin, le petit guide de travail, il est pas mal fait par rapport à ça. En tout cas, au niveau des entreprises en Allemagne, ça marche super bien. Et au niveau des communes aussi. C'est super que tu nous partages. Oui, je vous enverrai un petit mail à la suite de notre échange là, avec les contacts en CC pour qu'on puisse continuer à échanger. On a commencé à 16h05, du coup, on arrive bientôt. Ouais. Pardon, je vais poser une question à Maxime. Oui. Dans ce que j'ai traduit, il y a toute une partie dans laquelle je ne suis pas très fine, qui est la partie financière, puisque un des éléments, c'est aussi quelle dignité dans nos rapports avec les banques, ou que les banques ont avec nous. Voilà, et donc je me dis, tiens, s'il y avait possibilité de traverser cette partie-là et de la rediscuter, j'en serais ravie, parce que je cherche, c'est pour ça que je ne l'ai pas sortie, parce que pour l'instant, je ne sais pas qui pourrait m'aider à vérifier si ce qu'on a mis dedans est bon.
Alors, c'est très simple, les banques sont aussi aveugles que les autres entreprises et ont ce gros problème de scoring. Comme vous le précisiez auparavant, ils ne connaissent pas leur public, ils ne connaissent pas qui ils touchent et surtout, ils ne savent pas faire la différence entre une fraude et un impayé pour difficulté. Ouais. Et là, c'est Donc, des critères, hein, c'est des critères pour dire est-ce que mon partenaire, justement, ou est-ce que je change de banque? Moi, j'ai changé de banque à cause de ça. ben, Ouais. Voilà. c'est pas parce on ne va pas stigmatiser un handicapé à cause d'un handicap. Donc, si votre Non, banque, non. si votre Non, banque mais a des problèmes, oui, non, c'est ça, oui. je voulais dire, je pouvais choisir entre, par exemple, aller dans une banque qui soutient les L'économie entreprises sociale solidaire, ouais. militaires ou celle qui soutient l'économie sociale et solidaire. Et de faire mes placements à cet endroit-là, par exemple. Bien sûr. Après, c'est plus une question de marketing que de réalité, parce que je peux vous dire Oui. que Mhm. quand on voit quels sont les positionnements effectifs des banques et quelles sont effectivement les banques qui financent, c'est pas celles qui communiquent le plus, parce que si elles devaient financer toutes les structures de l'économie sociale solidaire, elles seraient débordées. Mhm. Oui, oui, non, mais c'est pour ça que ça m'intéresserait bien de pouvoir. Avec plaisir, on peut y échanger par messagerie privée. Je vous ai demandé en contact sur LinkedIn, comme tout le monde d'ailleurs. Ouais, mais moi, c'est le genre de truc. Je suis désolée, mais c'est pas de ma génération. Bah, pas de souci, je suis disponible. Il me faut des cours. Il me faut des cours. Oui, essayez. Ok, bah, merci pour ces échanges. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui voulaient réagir avant qu'on Non, se dise merci. à bientôt.